Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo. Et nous avons ce soir le journaliste français qu'on connaît tous, qui n'est autre que Thomas Dietrich, comme vous le voyez ici. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent, et je sais qu'ils sont nombreux sur cette page. Merci. Nous avons ces directs-là, c'est sur la page Tidjane La Puissance, comme toujours, votre bien-aimé, l'influenceur guinéen, en même temps, homme politique activiste. Et nous allons essayer de parler de la Guinée. Aujourd'hui encore, c'est par rapport à des sujets. Tout récemment, on a vu la sortie du général Amara Kamara, qui a dit qu'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de camp militaire en Guinée. Et il a parlé en parabole. Et vous voulez parler par rapport à ce sujet. Également, tout récemment, vous avez été convoqué en Suisse par rapport au carburant, parce que vous avez fait une dénonciation. Vous étiez même sur ma page ici, vous avez parlé de ça. Et vraiment, ça a créé un tollé. Et tout récemment, vous étiez devant la justice suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les deux sujets que nous allons aborder ici. Et également, je vais dire en deuxième partie, et tous ceux qui nous suivent ici auront encore la parole. Tous ceux qui souhaiteraient vraiment poser des questions à Thomas, je vais communiquer après le numéro sur lequel vous pouvez appeler sur WhatsApp et lui poser des questions. Seulement sur WhatsApp. Oui, Thomas, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a une armée en Guinée, oui ou non? Armée française. Alors, on va essayer de reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations d'informations autour de cette histoire-là. Ce que moi, j'ai révélé en août dernier, donc dans l'hebdomadaire Marianne, qui est un hebdomadaire bien connu, c'est qu'il y a une présence militaire française et non pas une base. On va voir ça, le mot a son importance. Une présence militaire française qui est à l'est de la Guinée, qui a été cachée jusqu'à ce que je la révèle. Et cette présence militaire française, officiellement, et en matière de formation des troupes d'élite guinéennes, alors le groupement des forces spéciales, le GFIR, qui, vous savez, commettent quand même des exactions sur la population. Le GFS est accusé d'avoir participé à l'enlèvement de Fonike Mengue et Loba. Et aussi en matière de renseignement, puisque les militaires français sont présents, parce qu'il y a un intérêt très fort qui est que la Guinée a une frontière avec le Mali. Vous savez tous que le Mali aujourd'hui est en froid avec la France, que le Mali, la junte d'Assimi Goïta a chassé l'armée française en 2022 et donc la France essaye désespérément de se trouver des points de chute et l'est de la Guinée est stratégique pour l'armée française puisque ça permet de surveiller les juntes du Sahel qui aujourd'hui sont plus favorables à la France et surtout on veut garder la Guinée sous, entre guillemets, influence française, qui est facile puisque Mamadi Doumbouya est très proche de Paris et puis surtout si la Guinée venait à basculer dans le camp de l'AES, ça pourrait permettre à l'AES, donc au Niger, au Burkina Faso et au Mali, d'avoir une ouverture vers la mer. Et ça, la France ne veut surtout pas. Donc, il y a des présences de militaires français qui sont là dans des camps de l'armée guinéenne, notamment le fameux camp de Soronconi, qui était bien connu à l'époque de Alpha Condé, puisqu'on l'utilisait comme prison pour tous ceux qui étaient capturés dans les manifestations. Et donc, il y a des militaires français qui viennent de manière très régulière. Là, ils doivent revenir en décembre, former officiellement les troupes d'élite guinéennes, mais aussi faire du renseignement. Et donc, j'avais aussi parlé de la base des GFIR, des groupements de forces d'intervention rapide, qui est une force d'élite créée par Mamadi Doumbouya, qui était en train d'être construite à Kouré-Malé. Et il y avait des militaires français qui s'y rendaient aussi régulièrement. Kouré-Malé, comme vous le savez, est poste frontière avec le Mali. Et à aucun moment, j'ai parlé de base militaire française. Ça a été peut-être déformé sur Facebook par certains activistes maliens, burkinabés, qui ont pris pour dénoncer une énième manipulation de la France, mais il n'y a pas de base militaire française. Par contre, il y a une présence qui est cachée, parce que si vous suivez, il y a eu un accord de défense qui a été signé entre la France et la République de Guinée en 2014, donc sous Alpha Condé, et qui prévoit que de la formation. C'est-à-dire qu'il est interdit pour les militaires français, s'ils sont présents en Guinée, de faire autre chose que de la formation, que ce soit de l'opérationnel, que ce soit du renseignement. Or là, il semble que les militaires français soient là pour faire plus que de la formation. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ça a été confirmé à l'Assemblée nationale française par le général Thierry Burkhardt, qui est le
chef d'état-major des armées françaises, qui était auditionné à huis clos, mais il y a un compte-rendu de cette audition, si elle n'est pas filmée, il y a un compte-rendu, où le député de la France Insoumise, le député de gauche Aurélien Saint-Toul, avait interrogé Thierry Burkhardt en lui demandant est-ce qu'il y a des soldats français à l'est de la Guinée, et Thierry Burkhardt a dit oui, il y a des soldats français, il y a même des déploiements opérationnels, et ces déploiements opérationnels, évidemment, c'est beaucoup plus que de la formation. Et là où ça pose un problème, évidemment, la Guinée est libre de coopérer avec qui elle veut, mais dans un pays où vous avez conquis chèrement votre indépendance en 1958, où vous avez souffert de cette volonté de la France de revenir toujours, c'est des choses qui doivent être dites et qui doivent être sues et qui doivent être validées, entre guillemets, à la fois par le peuple guinéen, qui doit être d'accord d'avoir des soldats français qui sont sur leur sol, y compris pour faire de l'opérationnel, pour, par exemple, surveiller la frontière avec le Mali, et aussi par la population française, les députés français qui ont le droit de savoir ce que l'armée française fait en Afrique. Et là, c'est tu, sous couvert de faire de la formation. Et donc, moi j'ai révélé ça pendant des semaines, au moment où Thierry Burkhardt a confirmé justement ces révélations, personne n'en a parlé. Et tout d'un coup, au moment du sommet de la francophonie, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandé, a commencé à dire « Oui, mais vous savez, il n'y a pas de base militaire française en Guinée. » Mais ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire, c'est comme si moi, j'accuse les gens de voler un œuf et on me répond « Ah non, non, moi, je n'ai pas volé un bœuf. » Oui, mais l'œuf, vous l'avez volé quand même. Donc, en fait, on est en train de détourner le sujet pour détourner l'attention. Et si vous remarquez bien, c'est le même procédé de manipulation d'informations qui a été utilisé au Bénin. Au Bénin, j'avais aussi révélé qu'il y avait des militaires français qui étaient présents, pas dans une base militaire française, mais dans un camp de l'armée béninoise, et qui faisaient plus que de la formation. D'ailleurs, j'ai été sur place à Kandji, au nord du Bénin, en 2023, vérifier, et je me suis rendu compte que ces soldats français étaient sans doute des forces spéciales. Et là, le gouvernement béninois avait dit « Oui, mais il n'y a pas de base militaire française. » Mais personne de sérieux n'a dit qu'il y avait une base militaire française, comme personne ne dit qu'il y a une base militaire française en Guinée. Par contre, il y a des présences de militaires français qui sont là pour plus que de l'opération, et ça a été pour plus que de la formation, et ça a été dit par le chef d'état-major de l'armée française. Donc la sortie de Amara Camara, moi, elle me fait bien rire, puisque on est en train de démentir quelque chose sur lequel on est tout à fait d'accord. Et on crée une sorte de dérivation, de manipulation pour éviter de répondre au vrai sujet. Que font ces soldats français à l'est de la Guinée? Et nous allons d'ailleurs mettre une pause pour écouter ce qu'avait dit Amara Camara, son interview. On va suivre. Voilà, on va l'écouter, s'il vous plaît. Il y a un problème de son, allez-y en attendant. Vas-y. Vous pouvez le faire passer là-bas. Attends, je vais le faire passer. Hop, il faut que je redescende. Pardon, désolé. Voilà. Alors, on va essayer de mettre la vidéo. Par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère c'est bon là-bas. Nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. Et se régner, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes même très, très fiers. Merci. Ok, Thomas. Alors, vous avez dit qu'il y a des militaires français en Guinée et non pas une base militaire en Guinée, c'est ça? Oui, il n'y a pas de base, il n'y a pas de campement de l'armée française, comme par exemple vous pouvez avoir en Côte d'Ivoire, comme par exemple vous pouvez avoir au Sénégal, au Tchad et tout ça. Il y a des militaires français qui sont là dans des camps de l'armée guinéenne, notamment sur Sonkoni. Et d'ailleurs, quand Amara Camara dit qu'il n'y a jamais eu de militaire étranger en Guinée, c'est pas vrai. Par exemple, juste avant le renversement d'Alpha Condé et Mohamed Diané, qui était ministre de la Défense, avaient fait venir des soldats turcs qui étaient venus à Sonkoni, qui avaient formé des militaires guinéens, une nouvelle force d'élite d'ailleurs, ce qui avait beaucoup déplu à Mamadi Doumbouya, ce qui avait été une des causes du coup d'État. Mais là encore,
il y a des militaires français. Et que font ces militaires? On sait évidemment que la France est très fâchée et très peinée d'avoir perdu des pays comme le Mali, a peur qu'il y ait une contagion djihadiste qui s'étende, par exemple, du Mali jusqu'à la Guinée. Donc, évidemment, l'est de la Guinée, Soronconi, voilà, Kankan, la frontière avec Kouré-Malé, Sigiri, tout ça, ils sont extrêmement stratégiques pour l'armée française. C'est-à-dire, tout ça a été documenté, a été confirmé par Intelligence Online, a été confirmé par le chef d'état-major de l'armée française. Donc, voilà, Amara Camara dément quelque chose et ça lui évite de répondre aux vraies questions. C'est-à-dire, que font ces militaires français qui font, selon les termes du chef d'état-major de l'armée française, des déploiements opérationnels en Guinée. Et ça, c'est une question de transparence et qui est d'autant plus importante dans votre pays, puisque je sais que vous êtes très attaché à la souveraineté. La Guinée a quand même rencontré beaucoup de problèmes, mais n'a jamais eu, entre guillemets, de grandes rébellions armées. Ils n'ont jamais eu de soldats de base militaire française qui étaient présents de base militaire étrangère. Voilà, vous êtes quand même très attaché à votre indépendance, votre souveraineté. Et c'est important de savoir ce que font les soldats français, surtout que souvent, ils agissent de manière masquée. Je reprends un autre exemple. Au Burkina Faso, quand les forces spéciales françaises sont arrivées au Burkina Faso, c'était le début de l'opération Sable en 2013, pendant des mois et des mois, on a caché, on a dit que c'était des formateurs. Pareil au Bénin, pareil aujourd'hui en Guinée. Et à chaque fois, on nous resserre les mêmes éléments de langage. Il suffit de voir la similitude des éléments de langage entre ce qu'a dit le gouvernement béninois en 2023 et ce que dit aujourd'hui le gouvernement guinéen qui effectivement prennent une sorte de gros mensonge, qui démente un mensonge sur lequel voilà, personne n'a affirmé, personne de sérieux en tout cas n'a affirmé qu'il y a une base militaire française, et ça évite de répondre aux vraies questions qui est le soutien de la France. Et le soutien de la France, il est beaucoup plus large qu'en termes militaires. Vous avez une coopération qui est là, par exemple, à la gendarmerie. Vous avez un lieutenant-colonel qui était le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, qui est le conseiller du patron. Effectivement, Thomas, nous voyons souvent un gendarme, il paraîtrait qu'il est français. Souvent, on le voit aux côtés de, comment on appelle, Bala Samoura. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des Français en Guinée, mais est-ce que vous connaissez exactement leur mission? C'est pour former seulement ou bien il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre? Parce qu'il paraîtrait que la France est devenue le grand soutien des putschistes de la Guinée et c'est très dangereux. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que vraiment, la France passe tout au régime guinéen parce que Mamadi Doumbouya est plutôt proche de la France, il n'a pas chassé la Russie. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des coopérants français dans différents corps. Au niveau de l'armée, au niveau de la gendarmerie, vous en avez parlé, il y a le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, qui est le conseiller spécial de Bala Samora, et dont les avocats de Fonike Mengue, des familles de Fonike Mengue et Biloba ont demandé l'audition parce que Bala Samora est impliqué dans la disparition de Fonike Mengue et de Biloba et leur torture. Donc, il faudrait que la justice française entende ce lieutenant-colonel français pour savoir ce qu'il sait de la disparition de Fonike Mengue et Biloba. Et ils sont présents. Il y a par exemple un conseiller de la gendarmerie au commandement des écoles de gendarmerie qui est là. Vous avez des conseillers dans l'armée. Et puis, vous avez des formateurs qui viennent régulièrement. Et puis, vous avez effectivement... sous les formateurs, on peut mettre tout et n'importe quoi. On peut mettre des agents de renseignement, on peut mettre des forces spéciales, on peut mettre, voilà. Souvent, on dit que c'est des formateurs parce que justement, comme j'ai dit, l'accord de défense entre la France et la Guinée n'autorise que de la formation. Il n'autorise pas à avoir des forces françaises qui soient présentes et qui fassent de l'opérationnel, à moins qu'il y ait une clause secrète qui ait été rajoutée, parce qu'en général, les accords de défense, il y a des clauses secrètes qui sont rajoutées, mais ils sont là. Et effectivement, il y a un soutien très fort de la France à la junte guinéenne. Vous avez un proche d'Emmanuel Macron qui s'appelle Éric Léandri qui a signé un contrat de 25 millions d'euros avec sa société pour s'occuper de toute la vidéosurveillance du centre de Conakry, notamment la vidéosurveillance des abords de la présidence. Vous avez des contrats énormes qui sont financés par le Trésor public français, par exemple, pour développer une TNT en Guinée. Alors, une télévision nationale numérique terrestre, c'est très intéressant, sauf que là, tous les médias privés, les grands médias du pays, Espace, Film, etc., Joma, sont interdits. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette TNT? Et malgré ça, on décaisse 66 millions d'euros du Trésor public français, donc d'argent public français, qui va servir à faire une TNT en Guinée avec une entreprise française qui s'appelle Thomson. Et en plus, on va construire des locaux régionaux de la RTG, donc qui est quand même l'organe de propagande du régime de Mamadi Doumbouya. Donc, on se demande à quoi sert cet argent français. Il y a beaucoup d'argent qui est déversé parce qu'encore une fois, on a peur que Mamadi Doumbouya aille voir les Russes. Et d'ailleurs, il l'avait montré en 2022, en commençant à se rapprocher d'Assimi Goïta, ce qui avait poussé la France à ne plus émettre aucune critique vis-à-vis de la junte guinéenne. Et il a fallu quand même attendre
plus de 3 mois et demi, depuis la disparition de Fonike Mengue et de Biloba, qui était le 9 juillet, pour que quand j'aille au point presse du Quai d'Orsay, je pose la question au porte-parole du Quai d'Orsay pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de cet enlèvement, de cette disparition de 2 figures de la société civile, parce que la France ne s'était pas exprimée dessus. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, tout le monde s'était exprimé dessus. La France, moi, ça me faisait honte, n'avait pas dit un mot pour Fonike. Et ils ont dit qu'ils étaient très préoccupés et qu'ils faisaient confiance à la justice guinéenne pour résoudre l'affaire. Alors, quand on sait que la justice guinéenne, elle est un peu jugée partie dans cette affaire. C'est comme, effectivement, j'ai entendu Amara Camara, il faut quand même se souvenir qu'Amara Camara, avant de dire qu'il n'y avait pas de base militaire française en Guinée, a quand même dit de Fonike et de Biloba que les adultes avaient droit de disparaître et qu'eux n'étaient absolument pas au courant de quelle manière ces 2 leaders de la société civile avaient disparu, alors qu'on sait très bien qu'ils ont été enlevés par le régime. Donc, il y a un vrai soutien de la France qui vraiment déshonore notre pays. On est en train de mettre plein d'argent, on est en train d'envoyer des militaires. Et notre peur, c'est vraiment que la Guinée bascule dans l'orbite russe et que l'AES, je le disais tout à l'heure, le Mali, le Burkina, le Niger, récupère un accès à la mer via Conakry, et puis ça permet à plein de nos entreprises de gagner de l'argent. J'ai parlé de Eric Léandri tout à l'heure, je parlais de Thomson, de FH qui construit des hôpitaux, par exemple les différents cabinets de conseil qui ont été retenus pour accompagner les recherches de financement sur le projet de Simandou, c'est Rothschild, la banque d'affaires bien connue qui a eu un employé CF qui était autre que Emmanuel Macron, KPMG a un cabinet d'audit, et c'est un cabinet dirigé par une banque d'affaires dirigée par Linoël Zinsou, qui est ancien candidat à la présidentielle au Bénin, franco-béninois, et qui est très très proche des milieux france-africains. Donc il y a beaucoup d'argent qui se fait. J'aurais pu parler de Fadi Ouazni, qui est français, qui est directeur de la SNB, qui est quand même la plus grosse entreprise minière en Guinée, qui m'avait fait un procès en diffamation qui s'est retiré à 2 semaines de l'audience, qui est impliqué dans des affaires de corruption. Donc, il y a une vraie présence française. Et c'est très paradoxal vis-à-vis du reste de l'Afrique. Alors que, par ailleurs, partout en Afrique, l'influence française est en train de se réduire comme peau de chagrin. Soit les Français sont chassés, soit, par exemple, comme au Tchad, les régimes trouvent d'autres alliés. En Guinée, qui a toujours été un pays très indépendant, où la France avait toujours eu du mal à revenir, on a l'impression qu'elle est en train de revenir en force, qu'elle a quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, qui vous connaissez son histoire, a fait la Légion étrangère française, a la nationalité française, a une épouse française. Voilà, c'est quelqu'un de très proche de Paris. On est en train de le soutenir et de lui passer tous ses crimes. Donc, si nous comprenons, c'est à cause de tout ça, vous pensez que la France le soutient. Pourtant, je pense que la France n'est pas pour tout ce qui est injuste, c'est eux. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez comprendre que la France joue un mauvais rôle dans un pays africain et après tout, on dit qu'on ne veut pas voir les immigrés, les clandestins chez nous. Comment vous comprenez ça? C'est l'immense hypocrisie de la France qui se dit soi-disant pays des droits de l'homme et en fait qui n'a plus aucune boussole que ses propres intérêts. Et effectivement, quand après on critique les migrants guinéens ou autres qui vont risquer leur vie en traversant le Sahara, en traversant la Méditerranée, en arrivant en France, on va leur dire que ce sont des profiteurs, alors que ces situations de crise dans les pays d'origine, en Guinée ou ailleurs, c'est la France qui les crée en partie, en soutenant des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux qui asservissent et appauvrissent leur population. Et donc, c'est une grande hypocrisie. S'il y a quelqu'un qui croit encore que la France est le pays des droits de l'homme, il faut qu'il s'arrête tout de suite de rêver. La France n'a plus aucune boussole et on ne suit plus que nos propres intérêts. D'ailleurs, les dictateurs en Afrique l'ont très bien compris. Ils savent très bien faire du chantage. Ils savent très bien dire que même si vous Français, vous ne me donnez pas ce que je veux, si vous ne me soutenez pas, si vous me critiquez dans mes violations des droits de l'homme, mais moi je vais aller voir les Russes, je vais aller voir les Turcs, je vais aller voir les Chinois. Et Mamadi Doumbouya, comme tant d'autres, ont fait ça. Et la France, au lieu de garder ses principes, court. Parce qu'il y a jamais eu d'hostilité envers la politique française en Guinée. Alors que c'est plutôt développé au Mali, au Burkina, au Niger, parce qu'il y a eu des interventions militaires françaises. Je parle bien de hostilité, pas anti-français, contre la politique française. Les gens font très bien la différence entre le français lambda, qui n'a rien à voir, et la politique française. Mais en Guinée, je pense que les gens sont en train de se rendre compte que la France, que Emmanuel Macron soutient bec et ongle Mamadi Doumbouya, lui passe tous ses crimes, qu'on a été incapable de n'avoir un mot de compassion, mais c'est quand même une honte pour Fonike Mengue et Biloba, qui étaient des gens qui luttaient avec leurs mains nues, quoi qu'on pense d'eux,
et que pendant 3 mois et demi, on s'est tu parce qu'il fallait… Donc, Thomas, à ce niveau, vous croyez que l'autre, comment, Bala Samoura, c'est exactement où se trouve Fonikè et Biloba? Non seulement il le sait, mais enfin, ça a été un des principaux commanditaires de l'assassinat, enfin, de la disparition. Et malheureusement, plus les jours passent, plus on se dit que les chances de revoir Fonikè et Bilo en vie s'amenuisent, même si on croit toujours à un miracle. Je pense que si ils étaient encore en vie, je pense qu'ils les auraient relâchés parce qu'il y a une pression internationale. Mais non seulement la junte guinéenne sait ce qui leur arrivait, puisque ce sont eux les responsables, et j'avais révélé un certain nombre de noms de membres de forces spéciales qui avaient participé à cet enlèvement, mais les coopérants militaires français savent ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, le sort qui a été réservé à Fonikè Mengue et Biloba. Et ils ont dû le transmettre à Paris. Et à Paris, on sait ce qui s'est passé, le drame qui s'est joué, les tortures qu'ont subi ces deux innocents. Et malgré ça, on continue à couvrir ce régime. Et vous avez suivi l'interminable litanie de crimes, les gens qui se font enlever en plein jour et tout ça. Voilà, il y a un régime de terreur. C'est un opérateur économique, Alassane Diallo, qui n'est pas encore retrouvé jusque-là. Voilà, et c'est terrible. C'est-à-dire, effectivement, à l'époque de Alpha Condé, il y avait une dictature, on tuait les gens lors des manifestations, mais au moins les leaders de la société civile, de l'opposition et tout ça, effectivement, on les envoyait en prison, mais on ne les faisait pas disparaître corps et biens. Là, on est passé à un niveau supérieur de la terreur, tous les médias publics sont fermés, tout va bien, et la France dit aucun problème, nous on continue à coopérer militairement avec la Guinée, on continue à leur donner plein de sous, et tant pis si la junte guinéenne est complètement corrompue et que c'est de l'argent public français qui va directement dans la poche des dirigeants guinéens, et on ne s'arrête pas. Et je peux vous dire que c'est un très mauvais calcul de la part de la France, parce que peut-être qu'un jour, je ne sais pas que ça sera dans 6 mois, 1 an, 10 ans, peut-être que Mamadi Doumbouya sera renversé par un coup d'État. Et je peux vous dire que le type qui viendra et qui l'aura renversé, il aura tout intérêt à faire comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, à dire que Mamadi Doumbouya a été le valet de la France, ce qui est vrai, et à dire que lui se rapproche de la Russie. Et ce jour-là, la France aura tout perdu. Et elle se sera faite un ennemi, c'est-à-dire le peuple guinéen. Qui en aura et crois-moi, Thomas, nous ne sommes pas loin de là parce que la situation en Guinée elle est pourrie. Franchement, nous ne sommes pas loin de là. Je sais que Dieu va sauver ce peuple-là. Maintenant, Thomas, comment est-ce que tu peux comprendre, malgré tout l'effort que tu es en train de fournir pour la vérité, étant un Français, et on dit que la France est complice de ce qui se passe en Guinée, mais quand même, il y a des fils français qui sont conscients de la situation. De la même manière, il y a des fils guinéens qui sont inconscients de la situation, qui te taxent aussi comme étant quelqu'un du IFDZ ou de la société civile, parce que oui, tu dis la vérité. Regardez par exemple le message de ce monsieur, on dit Junior le Guinéen. Thomas, il faut bien manger l'argent mal acquis des IFDZ. Toujours c'est comme ça. C'est-à-dire quand tu es aux côtés de la vérité, on te taxe de tout. Comment est-ce que tu peux comprendre ça? Non, mais moi, juste regarder les faits, regarder mon travail, il ne porte pas sur la Guinée. Ça fait des années que je travaille sur les relations troubles entre la France et les pays africains, le Tchad, la Centrafrique. Je parle beaucoup de la présence militaire française ailleurs. J'ai parlé du Bénin tout à l'heure, c'est moi qui avais révélé la présence militaire française là-bas. Ça n'a rien à voir avec un parti. Moi, je ne suis absolument pas guinéen et je n'ai aucune volonté, ni intention, ni légitimité pour m'insérer dans la politique guinéenne. C'est absolument pas mon problème. Moi, ce qui m'importe, c'est de dévoiler les dessous cachés et secrets qu'il y a des relations entre la France et certains pays africains, notamment ces ex-colonies. Moi, je pense que c'est important que la population française, même si beaucoup de gens ne savent pas où est la Guinée, et la population guinéenne savent ce qui se trame, savent les ressorts du soutien d'Emmanuel Macron à Mamadi Doumbouya, savent qu'il y a une présence militaire française. Alors, on essaiera toujours de vous décrédibiliser d'une manière ou d'une autre. Moi, je m'en tiens aux faits, c'est-à-dire que j'ai publié des photos de militaires français qui faisaient des formations militaires guinéens à Soronconi. J'ai publié des photos de militaires français qui étaient au poste frontière de Kouré-Malé. C'était confirmé par le chef d'état-major de l'armée française. C'est-à-dire que je fais un travail qui est basé sur des faits, comme quand j'ai dénoncé le scandale de la SONAP avec Amadou Doumbouya et Sahara Group. Nous allons en parler d'ailleurs tout de suite, oui. Sur des documents, sur des faits, sur des choses précises. Moi, j'ai absolument aucun intérêt. La Guinée est un beau pays. Je lui souhaite vraiment un jour de trouver la place qu'elle mérite. C'est un grand pays, voilà, avec beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses et tout ça. On parle souvent de pays pauvres et tout ça. Non, c'est un pays qui a été appauvri souvent par les multinationales étrangères, par
par les pays étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Là, vous voyez que tout le monde vient se servir, les Américains, les Russes, les Français, etc., les Chinois, tout le monde vient se servir sur la Guinée. Et c'est triste quand on voit un pays où il y a un habitant sur deux qui vit avec moins d'1 € par jour, où l'électricité est constamment coupée, où vous voyez les routes. Si vous prenez voilà, la route depuis Mamou là, pour aller à l'Abbé, moi je l'avais prise la dernière fois en 2021, mais c'est une catastrophe. Alors que partout aujourd'hui, vous avez tout pour la bauxite, où vous avez première réserve mondiale, l'or, voilà, et c'est ouvert à tous les prédateurs, les Rwandais aussi qui arrivent, qui font du trafic d'or, etc., etc. Donc voilà, il n'y a aucun lien politique. D'ailleurs, j'ai été expulsé sous Alpha Condé à l'époque pour avoir fait des articles qui avaient déplu, pour avoir couvert les exactions du régime d'Alpha Condé au moment du référendum qui devait lui ouvrir la voie à une modification constitutionnelle et l'amener au troisième mandat. Et maintenant, je travaille sur la Guinée, et c'est d'autant plus intéressant que bien plus que sur Alpha Condé, alors que c'est bizarre, Alpha Condé avait vécu très longtemps en France, avait été professeur à la Sorbonne, bien plus que sur Alpha Condé, le lien entre la France et Mamadi Doumbouya est extrêmement fort, et ça explique à quel point ce régime peut bénéficier de tant d'impunité. Parce que je peux vous dire que moi, ce qui me met en colère, c'est la couverture très frileuse, très partiale des médias publics français. Je parle de RFI, je parle de France 24, je parle de TV5, qui critiquent très peu la Guinée. Je peux vous dire qu'on les entend tous les jours sur Wagner au Mali, Wagner au Burkina Faso. Alors très bien, on sait que les Russes sont absolument pas des enfants de cœur et que les juntes du Sahel sont pas les plus respectueuses des droits de l'homme. On le sait. Mais pourquoi ne faire ce deux poids deux mesures, et pourquoi ne pas s'exprimer sur la situation en Guinée? Quand le chef d'état-major de l'armée française, c'est pas moi tout seul dans mon coin, a dit qu'il y a des déploiements opérationnels de l'armée française en Guinée, il n'y a eu aucune reprise de RFI, comme si on a voulu cacher cette information. On a même d'ailleurs le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de la commission de défense a même menacé de censure et de sanctions Aurélien Saint-Toul, qui était le député de la France Insoumise, qui avait posé la question de savoir s'il y avait des militaires français à l'est de la Guinée. Et on a l'impression que justement ces médias-là relayent une propagande un peu d'État pro-française. Oui, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair, parce que vous avez parfaitement raison, les médias français, peu qui parlent de la Guinée. Et c'est pourquoi même beaucoup sont étonnés. Parce que j'ai même vu des gens qui ont dit, lors de notre première interview, pour dire que, mais pourquoi Thomas aussi ne veut pas aller prendre sa part de gâteau comme les autres occidentaux pour se calmer? Vous voyez la manière dont ils sont en train vraiment de détruire ces pays-là. Et vous voyez aussi le commentaire de ces derniers. Parce qu'il faut des fois, c'est tel live et puis c'est interactif. Qui dit que le combat de Thomas mène ni pour IFDZ, ni pour RPZ, ni pour IFR, etc. Son combat a pour objet le peuple de Guinée. Et j'en suis vraiment convaincu que c'est ça. Parce que si Thomas était quelqu'un aussi qui était comme certains occidentaux, il allait coopérer avec le pouvoir. C'est tout récemment qui est allé. Ta révélation, là, ils avaient voulu vraiment te corrompre, tu as refusé, et puis on t'a expulsé du pays. Ça veut dire que tu es un bon citoyen du monde. Nous t'apprécions pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont même voulu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont fait suivre à moto. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais suivi par deux mecs en moto. Et donc, je me suis arrêté à un carrefour, tu vois, à Kipé. Et j'ai vu que les deux motards s'arrêtaient. Et je voyais qu'ils me suivaient. Et je me suis dit, peut-être qu'ils les ont payés, par exemple, pour simuler un vol de téléphone qui a mal tourné et puis me tuer, tu vois. Et puis, je me suis arrêté à un bar. Et puis, j'ai demandé à la serveuse, est-ce qu'il y a une autre sortie? Et donc, je suis sorti de l'autre côté et puis j'ai marché dans le quartier jusqu'à mon hôtel. Et c'est comme ça que le lendemain, j'ai été arrêté par les forces de l'ordre guinéennes, par la police guinéenne. Et après, on m'a reconduit à la frontière, on m'a expulsé. Et j'essaie aussi de réparer un peu le mal que fait finalement le gouvernement de la France, les politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite, à l'Afrique et notamment à la Guinée, en soutenant des dictateurs complètement corrompus, en prenant de l'argent, parce qu'il y a toujours des dictateurs africains qui donnent de l'argent à la classe politique française. Voilà, après les critiques, il y en aura toujours et c'est bienvenu. C'est la force du débat, c'est la force de la démocratie. Moi, je les accueille. On n'a pas forcément la vérité révélée, mais comme le colibri, on essaye de faire sa part, en essayant, voilà, de révéler des choses d'intérêt public. Après, les gens peuvent en débattre et je suis content que d'ailleurs ça porte en Guinée. C'est important. Merci. Thomas, merci pour tout. Et maintenant, avant de passer au deuxième sujet qui a été convoqué en Suisse, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui souhaiteraient poser des questions à Thomas, ça sera dans 10 minutes. Le numéro est affiché au niveau du titre de la vidéo, vous pouvez voir là-bas. Et après, je vais aussi mettre dans les commentaires.
Oui, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé exactement en Suisse par rapport à la révélation qui était à faire sur le carburant guinéen qui détruisait des moteurs quand même, qui a causé assez de dégâts. Maintenant, on a porté plainte contre toi et tu étais tout récemment en Suisse pour ça. Alors, en fait, vous savez que quand j'avais révélé le scandale de Amadou Doumbouya et de sa villa au Texas, il y a un importateur exclusif de carburant en Guinée qui s'appelait Sahara Group, hein, puisque c'est plus lui qui est une société nigériane. Et le contrat arrivait à échéance fin avril 2024. Et pour toutes les malversations que j'avais révélées, le contrat n'a pas été renouvelé. Il y a une société qui est suisse, qui est un trader, qui s'appelle Adax Energy, qui est une filiale de Oryx et Adax, peut-être s'il y a des gens qui vivent dans d'autres pays africains, vous voyez les stations-service Oryx, et ils ont gagné ce marché sans appel d'offres, ce qui est déjà complètement attentatoire à la loi guinéenne et ce qui fleure bon la corruption. Donc j'avais révélé qu'ils avaient gagné le marché d'importation du carburant, qui est quand même un énorme marché, puisqu'on parle de 60 à 70 millions de litres de carburant par mois pour toute la Guinée, et que ça doit faire à peu près 6 millions d'euros de commission, hein, je parle de bénéfices, pour Adax chaque mois. Donc c'est un contrat très très juteux, et il aurait peut-être fallu une mise en concurrence de manière à éviter les questions de corruption. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce qu'à partir de la mi-mai, il y a eu des alertes qui ont commencé sur les réseaux sociaux, disant que le carburant, donc à ce moment-là, on avait changé de fournisseur et Adax amenait ses premières cargaisons de carburant. Et on disait, ce carburant-là, il est noirâtre, il sent mauvais, il casse les moteurs. Et ça encore, on va dire, les moteurs, c'est que du matériel, même si c'est très coûteux et c'est très embêtant. Mais derrière, il y a des problématiques de santé publique, il y a des problématiques d'environnement. Parce qu'à long terme, on ne le voit pas tout de suite, mais ces carburants de mauvaise qualité peuvent provoquer des cancers, des maladies respiratoires. Et d'ailleurs, Adax Energy et son patron, qui est un milliardaire franco-suisse qui s'appelle Jean-Claude Gandour, ont déjà été pointés en 2016 par un rapport d'une ONG suisse qui s'appelle Public Eye, en disant qu'ils envoyaient sciemment du carburant toxique en Afrique, dont les teneurs en soufre étaient 386 fois supérieures à ce qui était toléré en Europe, et qui fabriquaient dans des raffineries aux Pays-Bas et en Belgique sciemment du carburant de mauvaise qualité pour l'envoyer en Afrique, contournant les législations locales et puis les régimes qui étaient corrompus. Donc, parlant de tout ça, moi, quand j'ai vu toutes ces réactions, j'ai enquêté et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce carburant-là était importé par Adax. Et d'ailleurs, le président Mamadi Doumbouya a arrêté le déchargement d'un bateau d'Adax qui apportait du carburant. Donc, c'était dans la nuit du 3 au 4 juin. Et depuis, la situation semble s'être réglée puisque on n'a plus trop de problèmes de casse de moteur et au moins, il y a de l'essence propre qui arrive. Donc, c'était d'intérêt public. Et là, en fait, en Suisse, donc Adax, qui est une multinationale qui a des milliards, Jean-Claude Gandour, qui a une fortune estimée à 3 milliards d'euros, et qui aime se faire passer pour un collectionneur d'art et qui se dit un grand amoureux de l'Afrique. Vous savez, les gens qui sont amoureux de l'Afrique, en général, ils finissent tous par la piller. C'est assez courant chez les Occidentaux. Eh bien, ils ont porté plainte contre moi pour essayer de me faire taire. Et il y a eu une première audience où j'étais même pas là, où la justice suisse, qui est assez protectrice des intérêts des grands groupes industriels, a dit que je ne devais plus m'exprimer sur Adax et sur Jean-Claude Gandour et sur la corruption en Guinée, sur l'affaire de carburant toxique. Moi, je dis, déjà, moi, je suis pas suisse, je suis journaliste français, j'aurais dû m'attaquer en France. Et puis, il faut au moins une audience pour m'entendre, pour entendre mes arguments et pour entendre que la justice suisse entende à quel point ce sujet d'intérêt public, parce que il y a eu des ONG comme le RENAD, comme l'Union des consommateurs de Guinée qui ont dénoncé la situation. Il y a même le RENAD de Alseni Farinta Camara qui vient de déposer plainte à Genève au pénal contre Adax et Jean-Claude Gandour pour des faits de corruption et de carburant toxique. Donc, ils ont tout fait pour me faire taire. Et là, le 18 novembre, alors que j'avais été soutenu, j'ai été soutenu même par Google, j'ai été soutenu par la Fédération européenne des journalistes, mon travail a été reconnu d'intérêt général. Et le 18 novembre dernier, j'ai eu une première audience pour savoir s'il fallait maintenir ces mesures d'urgence qui m'interdisaient, soi-disant, de parler de Adax et de Jean-Claude Gandour, mesures que je n'ai pas appliquées. Et donc, je me suis pointé à l'audience à Genève. J'ai été en face de 4 avocats d'Adax et Jean-Claude Gandour qui étaient venus en nombre. Et puis, la première chose qu'ils ont faite, puisqu'ils sont visiblement très embêtés par la situation, c'est à me proposer un accord à l'amiable. J'arrête d'enquêter sur le sujet d'Adax en Guinée et en échange, ils retirent leur procédure puisque je suis quand même menacé de dizaines de milliers d'euros d'amende, ce qui est quand même assez lourd pour le journaliste que je suis. Voilà. Et j'ai bien sûr refusé. Et à ce moment-là, ils se sont mis à produire une preuve irréfutable de la bonne qualité du carburant, qui était une attestation qui est faite par SGS, qui est une société qui fait des contrôles des tests de carburant. Sauf que cette attestation, elle avait été faite, il faut bien me suivre, le 1er juillet 2024 à Abidjan. Alors que la cargaison
de carburant qui était litigieuse, qui était soi-disant toxique, a été déchargée fin mai, début juin, donc un mois avant à Conakry. Puis j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi on n'a pas fait? Normalement, les tests, ils se font avant le déchargement à Conakry. Ça aurait dû être fait. Pourquoi l'avoir fait un mois à Abidjan? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter sur Internet les positions GPS du bateau qui a transporté le carburant d'Adax et dont le déchargement avait été arrêté par Mamadi Doumbouya. Ce bateau, il s'appelle le Seaway Jeju. C'est un bateau battant pavillon du Libéria qui est affrété par un armateur grec. Alors, j'ai regardé son trajet. Au départ, il part de Anvers en Belgique, il passe par Freetown au Sierra Leone où Adax a une base logistique et il arrive à Conakry où il commence à décharger son carburant. Je vous ai raconté, le scandale monte, la population est mécontente, tous les moteurs cassent. Doumbouya arrête le déchargement, renvoie le bateau et il met, vous vous souvenez, des hauts cadres de l'administration guinéenne, dont le patron de la SONAP, Moussa Cissé, qui depuis a été renvoyé en garde à vue. Sauf que c'est là que le mystère commence à s'épaissir. Le bateau, il repart pas très loin. Pendant 20 jours, pendant 3 semaines, il reste au large de Conakry. Donc vous imaginez un grand tanker avec plein de marins à bord, qui consomment du gasoil, c'est très cher à maintenir comme ça au large sans rien faire. C'est très très étrange. Pourquoi il est resté pendant 20 jours sans rien faire? Et le 27 juin, à 22h59 précise, il coupe sa localisation GPS, ce qui est complètement interdit par toutes les règles maritimes. Parce que, en fait, quand on coupe votre localisation GPS, ça se fait, par exemple, quand il y a des bateaux qui sont pollueurs, ils veulent aller vidanger du carburant toxique en mer, en fait, ils coupent leur GPS. Et pendant 85 heures, pendant 4 jours, le bateau va disparaître des radars. Et il va réapparaître fort opportunément le 1er juillet, jour des tests, là, le jour où, soi-disant, ils ont fait ces super tests où le carburant était propre, 1500 km plus loin à Abidjan. Ça veut dire que pendant 85 heures, il a pu se passer tout ce qu'on voulait. Et surtout, le pétrolier, le Seaway Jeju, a pu faire un détour, par exemple à Freetown, où Adax a une base logistique, ou à Monrovia, pour vider ses cuves, où il y avait le carburant toxique, nettoyer et remettre de l'essence propre et arriver blanc comme neige au test. Et je peux vous dire que quand les avocats, ils ont vu, ils étaient sûrs de m'écraser avec leurs soi-disant preuves irréfutables, qu'il n'y avait aucun doute. Quand j'ai donné les coordonnées GPS du bateau, au départ, ils se sont dit, mais c'est quoi tous ces chiffres? Et en fait, quand ils se sont rendus compte que le bateau avait coupé son transpondeur comme un bateau pirate, parce que c'est ça, là, je peux vous dire, ça rigolait beaucoup moins. Et moi, ce que j'ai trouvé complètement scandaleux et ce qui doit interpeller l'opinion publique guinéenne, c'est que les avocats d'Adax et de leur patron, Jean-Claude Gandour, n'ont pas nié qu'il y avait une pollution. Ils ont dit, oui, on sait qu'il y a eu du carburant toxique, mais c'est la faute des Guinéens. C'est parce que leurs cuves sont sales, c'est parce que leurs stations-service sont pas aux normes, etc., etc. C'est parce qu'il y a du marché noir. Et j'ai trouvé ça d'une indécence absolue de pointer la faute sur les Guinéens, alors que c'est Adax lui-même qui, pour maximiser son bénéfice, a amené de l'essence trafiquée. Et le comportement du bateau qui, quand il repart, reste 20 jours en mer, ne sachant pas où aller, qui coupe ensuite son GPS, son transpondeur, pour se cacher et ensuite réapparaître miraculeusement avec de l'essence propre, ça, c'est quand même absolument hallucinant. Et là, ça montre bien l'arrogance de ces multinationales occidentales qui rejettent toujours la faute sur les Africains qui seraient corrompus, sales par essence. Là, on peut critiquer le régime de Mamadi Doumbouya autant qu'on veut. Il n'en reste pas moins que l'origine de la pollution a été faite par Adax, qui a déjà d'ailleurs été accusé de pollution par le passé, et qui là a déversé sciemment de l'essence toxique sur la Guinée. Alors évidemment, on en a parlé avant, ça casse les moteurs, mais c'est pas seulement les moteurs, c'est la santé des populations. Quand cette essence-là, elle passe dans le pot d'échappement, elle est rejetée dans Conakry qui est complètement embouteillé, ça va créer des maladies. À terme, il y a des gens qui vont avoir des maladies. Et ça, personne ne sera comptable. Donc c'est pour ça que moi, je constate que, et peut-être avec une certaine forme de satisfaction, qu'il y ait une plainte qui est déposée au pénal par une association de la société guinéenne contre Adax et contre Jean-Claude Gandour pour qu'il y ait des réparations, parce que Adax doit payer pour ça. Peut-être déjà sur la question de la corruption, mais aussi encore plus grave, sur cette question de carburant toxique. Et c'était complètement hallucinant de voir à quel point ils étaient prêts à rejeter la faute sur les Guinéens qui étaient responsables de tout et eux n'étaient responsables de rien. Donc c'est pour ça que voilà, ils menacent de plein de choses, mais je vais continuer à me battre parce que c'est un sujet d'intérêt général. Et encore une fois, RFI, France 24, TV5, silence radieux. Eux aussi, ils ont coupé leur GPS. Je peux vous dire que si c'était un scandale de carburant toxique au Burkina Faso avec une société russe qui était impliquée dans l'importation, on aurait déjà eu 8 articles de RFI et 3 éditions spéciales de France 24. Mais là,
Comme évidemment, c'est une société suisse avec un milliardaire franco-suisse qui s'appelle Jean-Claude Gandour, qui a ouvert un musée en France à Caen où il a mis ses œuvres d'art qu'il a achetées avec tout l'argent qu'il a gagné en Afrique. Là, tout le monde se tait. Donc, il faut bien que nous, en tant que journalistes, on continue à se battre pour la vérité et surtout en défense des bouches qui n'ont pas de bouche, de tous ces Guinéens qui sont empoisonnés par des multinationales qui, en plus, se font plein d'argent sur eux. Allô? Oui, voilà, merci Thomas, merci beaucoup. Maintenant, la dernière question ici, où vous en êtes par rapport à ce procès? Maintenant, le dossier est clos ou quoi? Ah non, il n'est pas clos. Il n'est pas clos. Il y aura une audience au fond le 9 janvier prochain. Et surtout, en fait, Adax veut me faire payer, veut me faire coller une amende par la justice suisse parce que j'ai refusé d'appliquer les mesures qu'on a prises contre moi. Donc, normalement, je ne devrais même pas vous parler de toutes ces questions de corruption. Je ne suis plus en droit, selon la justice suisse, de parler d'Adax et de Jean-Claude Gandour. Cette histoire de bateau, j'aurais dû la taire. Je n'ai même pas le droit d'en parler. Je risque une amende à en parler. Mais j'estime qu'à un moment, l'information publique, l'intérêt général est plus important qu'une justice suisse qui a décidé de protéger une multinationale. Adax, c'est un peu le Total suisse, hein, pour être c'est l'équivalent de ce qu'est Total en France en Suisse. Et moi, j'ai décidé de continuer à en parler parce que c'est un sujet d'intérêt général, c'est un sujet qui doit être connu des Guinéens. Je sais que mes sources sont fiables, que mes infos sont vérifiées et je refuse de me taire. D'ailleurs, de toute façon, j'ai eu le soutien de la Fédération européenne des journalistes qui a déposé une alerte au Conseil de l'Europe et j'irai me battre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour que on me laisse le droit de m'exprimer, surtout que je révèle des informations qui sont justes et qui sont d'intérêt public. C'est quand même pénalement, ces gens-là devraient peut-être être en prison si les faits sont avérés, s'ils ont empoisonné des Guinéens sciemment en apportant du carburant de mauvaise qualité frelaté, et ce ne serait pas à moi, simple journaliste, de me taire. Donc, je sais qu'ils cherchent absolument à trouver un accord à l'amiable avec moi. Il est absolument hors de question qu'il y ait un accord amiable. S'ils veulent se retirer de leur procédure, ils le feront. Moi, en tout cas, je suis droit dans mes bottes. De toute façon, je me battrai vraiment jusqu'au bout avec tous les recours possibles. On attend de voir ce que donnera la procédure au fond là, le 9 janvier. Mais on espère aussi que la justice suisse sera aussi diligente et rapide pour enquêter sur la plainte qu'a déposée l'ONG Renade contre Adax et Jean-Claude Gandour sur cette histoire d'autant plus grave de corruption de carburant toxique. Merci beaucoup Thomas. Maintenant, nous allons passer la parole aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui souhaiteraient poser des questions. Regardez au niveau du titre de la vidéo, vous allez trouver voilà, le numéro là-bas sur lequel vous pouvez appeler. Voilà, donc nous allons attendre ça. Et Thomas, moi j'ai une question bonus pour toi. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, quelle doit être une solution fiable entre la coopération France-Guinée? Ah ben c'est très simple. Il faut que la coopération soit suspendue le temps que la junte guinéenne organise des élections transparentes, arrête de tuer des manifestants, arrête d'enlever des opposants. Voilà, on coupe tout, on retire nos militaires, on gèle l'argent et surtout qu'on n'a aucune garantie que cet argent-là qui est utilisé pour des projets de développement arrive véritablement dans la poche des Guinéens. On sait qu'il peut être détourné par la junte guinéenne, par les entreprises françaises qui ont les marchés. Mais ça, c'est un vœu pieux. Ça fait très, très longtemps que la France n'a plus les droits de l'homme comme seule boussole. C'est là vraiment la réelle politique, l'intérêt de ces entreprises aussi, puisqu'il y a des entreprises françaises, j'ai parlé de Eiffage, Thomson, Aegis, etc., alternatives, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent en Guinée, mais on n'a même pas eu la suspension des coopérants français après l'enlèvement de Fourniquet et de Biloba. Ils ont commencé à dire dans un article d'Intelligence Online que ils avaient demandé aux coopérants français, donc qui sont sous uniforme guinéen, quand ils sont présents là-bas plus de 6 mois, ils sont sous uniforme guinéen, de faire profil bas, de pas trop se montrer. Et j'avais lu l'article et le lendemain, il y a quelqu'un qui m'appelle du Palm Camayen qui a vu un gendarme français sous uniforme de la gendarmerie guinéenne qui était dans le hall du Palm Camayen en train de passer des coups de fil. Alors comme discrétion et comme faire profil bas, on a vu mieux. Je peux vous dire que de toute façon, ils soutiennent parce qu'il y a une sorte de désintérêt
de la population française, il faut le dire, sur l'Afrique. C'est des questions qu'elle connaît mal. Et puis, les grands médias français refusent de couvrir et de documenter le rôle trouble de la France dans les pays africains. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours pour vanter, par exemple, les opérations militaires françaises qui sont super, c'est pour parler de l'humanitaire, c'est pour parler, par exemple, des guerres entre Africains. On n'explique jamais que ces guerres sont aussi provoquées par la prédation des multinationales et le rôle trouble, voire très controversé, voire négatif des grandes puissances, et notamment au premier rang duquel la France. Merci beaucoup. Nous avons notre premier auditeur ici. Bonsoir. Bonsoir, M. Tidjane. M. Thomas. Bonsoir. Oui, c'est qui? Vous nous appelez d'où? C'est Abdoulaye Diallo depuis le Cameroun. Nous vous écoutons. Oui, bon, moi, je n'ai pas assez de questions pour M. Thomas. Et j'ai juste une proposition pour que la jeunesse panafricaine nous soutienne. Et surtout comme on l'a convoqué en Suisse, et je demande à tous les militants des droits de l'homme d'aller le soutenir. Ok. C'est tout? C'est gentil. Oui, c'est tout, c'est tout. Merci. Et je l'encourage pour cette initiative, qu'Allah lui donne longue vie et la victoire restera de notre côté. Amen. Merci beaucoup à vous. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, comment ça va? Vous êtes en direct. C'est qui et vous nous appelez d'où? Oui, c'est Boubacar depuis la France. Ok, votre question, Boubacar. Ah oui, je voulais poser une question à M. Thomas. Est-ce que M. Thomas aurait pu avoir des problèmes avec le gouvernement français parce je le dis bien que la France travaille bien avec Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il n'a pas eu de problèmes avec le gouvernement français? C'est ma question. Ok. Si, je vous réponds très franchement. J'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, on ne peut pas m'arrêter, me mettre en prison puisqu'on n'a rien à me reprocher. Et puis, je suis journaliste avec une carte de presse. Mais par exemple, pendant longtemps, on m'a fiché S pour fichier de sûreté de l'État, qui est comme une sorte de terroriste. Et ça permettait au service de renseignement de me surveiller, d'écouter mes conversations, de me contrôler de manière un peu poussée à l'aéroport, parce qu'au fond, on n'a rien contre moi. Mon casier judiciaire est complètement vierge. J'ai même jamais été condamné, y compris en diffamation. Mais c'est vrai que mon travail sur la France-Afrique gêne, et je sais que je suis très surveillé par les services français. D'ailleurs, pour vous raconter une petite histoire, quand j'ai été expulsé de Guinée, en janvier dernier, après l'affaire de la SONAP, j'ai été réceptionné à l'aéroport par des policiers français qui m'attendaient à la sortie de l'avion, comme si j'étais une sorte de criminel, alors que je venais de révéler un scandale d'intérêt public. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ils m'ont vite relâché parce que j'ai piqué un coup de gueule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas ce sur quoi je travaille. Ça ne concerne pas que la Guinée. Mais la Guinée, je peux vous dire que le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Jérémy Robert, a dit que la Guinée était essentielle aujourd'hui pour la France en Afrique. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que pendant ces 10 dernières années, c'était plutôt le Sahel, c'était le Tchad, c'était le Niger, c'était le Mali. Aujourd'hui, la Guinée est devenue essentielle. Donc, on est prêt à mettre tous des moyens, y compris des moyens illégaux de barbouzerie et tout ça, pour surveiller les journalistes qui ne font que leur travail. Mais bon, moi, j'ai ma conscience pour moi, et je continuerai malgré les risques, malgré les dangers. Et je vais vous raconter aussi, je vais finir sur ça, une histoire. J'ai été arrêté aussi au Togo en avril dernier parce que je couvrais effectivement les manifestations contre la révision constitutionnelle au Togo. On a supprimé l'élection présidentielle, et vous savez que Faure Gnassingbé est proche de la France. Et j'étais arrêté, et l'ambassade de France, qui était au courant de mon arrestation, a caché mon arrestation à la presse. Il y avait la correspondante de TV5 et de l'AFP qui sont arrivés à l'ambassade, qui ont dit on ne sait pas, Monsieur Thomas Dittrich a disparu depuis ce matin, est-ce qu'il est arrêté? Non, on ne savait pas. Alors qu'ils étaient au courant et que mon avocat les avait informés et qu'ils ont caché mon arrestation. TV5 a refusé d'en parler, donc ça, alors que j'ai été malmené. Vous savez que le Togo est quand même une dictature très dure, très violente et tout ça, et que même si mon statut de blanc d'occidental me protège, j'ai quand même été extrêmement secoué, et que c'était une honte, la France finalement se range pas du côté de ces journalistes, mais se range du côté des dictatures africaines avec qui elle entretient des relations très étranges. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, il y a une autre là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Tidiane. Moi, je commencerai par te remercier, toi, en question, pour tout ce que tu fais pour notre pays et surtout encore de t'encourager, te demander surtout de continuer de combat. C'est pas facile, mais il faut continuer. Merci. Je vais également remercier M. Thomas pour le combat qu'il fait pour tout le peuple africain et de l'encourager. Il faut savoir, il faut aussi lui dire que les grands hommes, ils ont laissé leur histoire parce que ils se sont battus, ils n'ont jamais vu l'injustice sans rien faire. Et il faut savoir que l'injustice, il faut le combattre de trois manières. Si tu peux dénoncer pour que l'injustice s'arrête, il faut le faire. Et si tu peux pas, il faut parler. Il faut jamais voir l'injustice dans la vie et ne rien dire. Et moi, la première question que je vais adresser à ton invité, tout récemment, il y a eu une mission de l'ONU qui est partie en Guinée-Conakry. Ils ont rencontré pas mal, ils ont rencontré des autorités par-ci par-là. Du coup, mais là, moi, je n'ai pas eu de nouvelles depuis cela. Est-ce qu'en tant que journaliste qui est renseigné, est-ce qu'il sait ce qui s'est passé, est-ce qu'il a eu de, voilà. La deuxième question, ça concerne toujours Fonike Mengue, notre cher ami Fonike Mengue, qui se bat pour tout le pays et aussi Biloba. Est-ce qu'il a l'air nouvelle? Parce que moi, l'air cas, ça m'inquiète beaucoup. Merci vraiment. Merci, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la France, précisément à Lyon. Votre nom? Diallo Mamadou. Merci. Oui, Thomas. La première question, pour répondre à la première question, l'ONU, vous voyez bien que c'est devenu une sorte de machin inutile qui ne sert pas à grand-chose. On l'a vu au Liban quand ils ont été incapables d'empêcher l'invasion israélienne. On le voit, j'étais en Centrafrique il y a 15 jours, il y a 17 000 casques bleus. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont là. La population centrafricaine ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc l'ONU a plus beaucoup de poids et est sacrément décrédibilisé et arrive plus à faire face à la poussée des autoritarismes dans le monde. Alors sur la question de Fonike et de Bilo, moi aussi je reste vraiment sans nouvelles et comme je le disais tout à l'heure, je crains le pire. On espère toujours un miracle, mais chaque jour qui passe me fait dire que malheureusement, il y a quelque chose de grave qui leur est arrivé et que tout converge et toutes les informations convergent vers le fait qu'effectivement, voilà, il leur est arrivé malheur et peut-être qu'ils ne réapparaîtront pas. Moi, ce qui me choque, c'est encore une fois le silence de la communauté internationale qui a fait quelques prises de position. La France, au bout de 3 mois et demi, mais on se tait. Et en fait, Mamadi Doumbouya, il teste, vous avez remarqué. Petit à petit, il va toujours plus loin dans la répression. Il a tué des manifestants, des gamins de 8 et 12 ans, des gens qui sortaient courageusement dans la rue. Moi, j'ai toujours été très impressionné du courage du peuple guinéen. On a beaucoup à apprendre en France de la résilience, de la combativité du peuple guinéen. Après, ensuite, il a fermé les médias. Bon, personne n'a rien dit. Et puis, ensuite, il a tué Koulibaly. Personne n'a rien dit. Et puis, il s'en est pris à Fonike Mengue et Biloba. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parlé. Si vous vous souvenez d'une vieille histoire, par exemple, en 2008, quand au Tchad, un professeur de mathématiques à l'université d'Orléans qui s'appelait Ibn Omar Mohamed Saleh, qui était le principal leader de l'opposition tchadienne, a été enlevé, il y avait eu des montagnes de protestations en France, on s'était levé. Aujourd'hui, rien. Comme si, en fait, finalement, l'Afrique n'intéresse plus. Et ceux qui s'y intéressent n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de Fonike et de Bilo. Je peux vous dire que si ils avaient été enlevés par les gens de Wagner, je peux vous dire que RFI et France 24 en auraient parlé beaucoup. Là, on se tait. Comme j'ai dit, la France, les coopérants militaires français, les services français qui sont présents à Conakry, il y a des agents du renseignement français qui savent très bien ce qui s'est passé à Fonike et à Bilo. Et on ne veut rien dire. On ne veut surtout pas que la plainte avance. En tout cas, pour l'instant, elle n'avance pas en France. Il y a eu, par exemple, des responsables politiques guinéens qui se sont rendus en France pour le sommet de la francophonie. Le Premier ministre, Ousmane Gawal Diallo, était en séjour privé. La justice française aurait très bien pu interroger ces gens-là pour savoir ce qu'ils savaient sur l'enlèvement de Bilo et de Fonike, étant donné que ce sont des membres du gouvernement et des proches de Mamadi Doumbouya. Or, rien n'a été fait. Comme d'habitude, la justice française va enterrer cette affaire parce que c'est comme toutes les affaires qui concernent les dictatures africaines proches de la France. On ne veut pas que la vérité se sache. Et il faudra continuer à se battre pour rendre hommage justement au courage de Fonike et de Bilo qui l'ont payé très chèrement et de manière générale à toutes ces victimes de la répression en Guinée. Elle n'a pas commencé sous Mamadi Doumbouya, c'était bien avant. Parce que vraiment, moi j'ai été marqué quand je suis venu en 2020, en 2021, en 2024 là, par
par ce courage de jeunes qui sortent à main nue combattre des militaires surarmés pour la liberté et pour la démocratie, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les conditions économiques très difficiles. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple guinéen et c'est ce qui me motive aussi à continuer à enquêter, à rechercher la vérité, ce qui me motive à continuer à me battre dans des affaires comme Adax. Et c'est vrai que j'espère un jour qu'il y aura un boulevard Fonike-Mengue à Conakry et une avenue Biloba pour leur rendre hommage et rendre hommage à leur combat. Et surtout qu'un jour, les responsables de leur enlèvement et de leur torture soient traînés devant les tribunaux. J'espère vraiment. Ok, espérons, avant de prendre cet auditeur, moi je vais dire Thomas, c'est vrai, les Occidentaux ne disent rien, mais moi je ne les blâme pas trop, je blâme le peuple de Guinée. À des situations pareilles, c'est le peuple de Guinée qui devrait se lever comme un seul homme, partout dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans la capitale, que tout le monde se bouge, on dit tel jour, pas de travail, tout le monde s'organise. Un sursaut national, je vous jure, le CNRD va nous dire où se trouve Fonike-Mengue et Biloba. Mais chacun est assis, les gens croisent les bras, on les donne de l'argent, ils sont vendus. Ce pays est mal bloqué. Dieu a puni la Guinée. Dieu a puni les Guinéens. C'est pourquoi on a tout... Je suis révolté quand je parle de mon pays. Je ne devrais pas être aux États-Unis. Tellement que Dieu a tout donné à ce pays, mais il y a des voyous qui sont en train de diriger le pays, qui sont accompagnés par d'autres voyous guinéens pour des intérêts sataniques, et puis ils laissent... C'est triste. C'est vrai, mais il faut aussi, je pense, comprendre que certaines personnes ont peur. C'est-à-dire que quand vous sortez acheter du savon que le jour d'une manifestation et que vous finissez avec une balle dans le ventre et que vous revenez pas et que vous êtes l'unique enfant de votre maman, comme ça s'est passé début janvier. Moi, j'ai vu tous les morts à l'Abbé, à Conakry. C'était des gamins qui avaient la vie devant eux. Je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a des gens qui sont résignés, qui baissent les bras et c'est humain et c'est compréhensible face à un régime qui peut tuer par dizaines, qui jamais n'aura de sanctions de la communauté internationale. À l'époque, vous vous souvenez, Alpha Condé réprimait les manifestations en France. Il y avait quand même des voix qui s'élevaient pour dire que c'était pas normal. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'Alpha Condé s'était détaché de la France, s'était rapproché des Russes et des Turcs. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est pieds et poings liés avec Emmanuel Macron, donc tout le monde se tait. Alors moi, je comprends que les Guinéens se sentent abandonnés et qu'à un moment, en fait, on laisse la peur et le découragement dominer, mais je crois qu'un jour ou l'autre, de toute façon, c'est l'histoire des peuples. Quand ils sont opprimés, ils finissent toujours par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, l'eau finit par... Effectivement, et c'est ce que nous devons faire. Regarde le Burkina. On parlait, le président, comme on appelle, le dictateur qui est... Compaoré. Tout le monde avait peur de lui. On disait qu'il avait le soutien de la France, et si, cela. Mais le jour où les Burkinabés ont pris leur destin en main, est-ce qu'il a passé la nuit au palais? C'est la France même qui l'avait protégé pour les... Même Doumbouya, on peut faire la même chose. Un jour, 2 jours, il faut... Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont rester. La Guinée sera libre. Il faut ça. Mais tant qu'on aura cette peur au ventre, je te jure, nous n'irons nulle part. C'est ça la vérité. Oui, monsieur? Oui, monsieur Tidiane, comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, votre question. Nous n'avons que 10 minutes. Il fait tard en France. On va libérer notre invité. D'accord, j'ai une question à M. Thomas par rapport à la disparition de Fonike-Mengue Biloba. Il a quel conseil à Laurent Doumbouya pour vraiment le dégât et qu'il n'a plus depuis là, leur femme est là, les enfants ils sont là. Il a quel conseil à donner aujourd'hui vraiment Laurent Doumbouya? C'est justement ça. Quand tu dis Laurent, tu parles de Mamadi Doumbouya? Non, je parle de sa femme. Ok. La femme de Doumbouya. Quel conseil? Oui. Laurent Doumbouya. Ok. Oui. En tant que quelqu'un qui n'a pas de mari à côté. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Diallo Seikoumar. Oui. Je vous appelle en Allemagne quand même. Ok, merci. Tu me connais, mais merci. Voilà, je pense aller. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Bon, sur la question de Lauriane Doumbouya, moi j'invite à faire très attention à cette histoire parce que Lauriane Doumbouya, effectivement, elle est française, elle est blanche, hein, elle est l'épouse de Mamadi Doumbouya. Bon, mais c'est pas une personnalité publique, c'est-à-dire que elle était sergent-chef, maréchal des logis-chefs, donc sous-officier dans la Drôme, dans une unité de gendarmerie qui s'occupait des camps de briolage en France. Donc c'était pas un poste de quelque importance. On a raconté qu'elle était capitaine, qu'elle était commandant. Non. C'était une sous-officier qui a rencontré Mamadi Doumbouya quand il était à la Légion étrangère à Nîmes.
ils se sont mariés. Effectivement, elle est française, mais elle n'est pas comptable de la politique de son mari. C'est pas elle qui détermine le soutien ou non de la France. On a toujours tendance à prêter des influences beaucoup plus grandes par machisme aux femmes de président, surtout quand elles sont blanches. Lauriane Doumbouya, elle a effectivement un parcours, voilà, elle a épousé le futur président de Guinée qui commet les crimes qu'il commet. Pour l'instant, je ne sais pas si elle a une implication, en tout cas, c'est pas prouvé, ni en termes d'enrichissement, peut-être qu'il faudra le voir, hein, en termes d'enrichissement personnel au détriment de la Guinée. Il faudra faire le bilan, mais il faut faire très attention à ça. Bien distinguer ce qu'est la politique française vis-à-vis de la Guinée, vis-à-vis de l'Afrique, qui est absolument détestable, et des citoyens français, même si effectivement elle est mariée avec Mamadi Doumbouya. Je sais que cet été, quand il y a eu beaucoup de tensions suite à l'enlèvement de Fourniquet et de Bilo, elle a été rapatriée en France. Je sais que les enfants de Mamadi Doumbouya sont scolarisés en France, à Grenoble, ils ne sont pas scolarisés en Guinée. Donc effectivement, il y a une peur de Mamadi Doumbouya d'un jour être renversé, que sa famille en pâtisse, ce qu'il ne faudrait pas. Vous savez, c'est le fameux dicton qui dit qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir en trahissant son mentor Alpha Condé. Il a peur qu'un jour qu'on le trahisse. C'est pour ça qu'il a éliminé, il a fait des purges autour de lui dans l'armée et il vit dans une sorte de paranoïa complètement délirante. Oui, c'est pas tellement Thomas, il a trop peur d'Alpha parce qu'ils ont même dit tout récemment qu'Alpha s'est retrouvé à Ziré-Kouré tellement qu'ils sont paniqués et j'espère que la panique là ne va pas les laisser. Inch'Allah. En tout cas, effectivement, c'est-à-dire qu'Alpha Condé, malgré son âge avancé, semble bien décidé à revenir au pouvoir et Mamadi Doumbouya, dans sa conquête justement d'un pouvoir absolu, il veut éliminer toute opposition, a peur de son nom, mais je pense qu'il a vraiment peur d'un coup d'État de l'intérieur. C'est aujourd'hui ce qui lui fait plus peur, plus que les manifestations de rue sur lesquelles il a beaucoup réprimé. C'est vraiment le coup d'État de l'intérieur qui le fait craindre. Et c'est pour ça qu'il devient complètement paranoïaque. Et ça, c'est très dangereux quand un dictateur devient complètement paranoïaque. Il est prêt à tuer tout le monde et à régner sur un pays de cadavres pour se maintenir sur son trône. Et ça, c'est vraiment très, très inquiétant. On a vu l'évolution de Mamadi Doumbouya au départ qui était plutôt ouvert, qui recevait les gens et qui aujourd'hui vit complètement reclus de manière nocturne au palais Mohamed V. Je peux vous dire que c'est pas bon pour l'avenir de la Guinée. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous permettez, on va prendre juste 3 personnes, réponses courtes, questions courtes pour vous libérer. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Tidiane. Oui, c'est qui? Vous nous appelez d'où? C'est Lee Motissouri, je vous appelle de l'Allemagne. Oui, votre question? Oui, ma question est de savoir, et de vous remercier d'abord M. Tidiane et remercier M. Thomas. Ok. M. Thomas, je vous dis vraiment big up. Quand vous êtes français, vous défendez toute l'Afrique. Parce que l'Afrique est inclue dans une bouteille. On vous soutient. Vous êtes un vrai panafricain. Ce n'est pas pour faire des éloges. Mais la question est que, quelle solution ou quel conseil pour la jeunesse africaine, plus particulièrement celle de la Guinée? C'est cette question que j'ai pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne suis pas légitime pour donner un conseil à la jeunesse africaine, mais cette question est très importante. Et je pense que tu en as parlé, Tidiane, tout à l'heure. Quand une jeunesse prend son destin en main, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Aucun dictateur, aucune puissance étrangère. C'est-à-dire, effectivement, tu as parlé du Burkina Faso, on aurait pu parler des printemps arabes, de ce qui s'est passé en 2019 au Soudan. C'est-à-dire quand voilà, un peuple se lève, c'est une marée qui fait que personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça, de ne pas avoir peur. Un dictateur peut être effectivement le plus soutenu par la France, comme l'a été Compaoré, comme l'a été Ben Ali en Tunisie. Quels que soient ses soutiens et tout ça, il peut pas faire face à la volonté du peuple. Et souvent, c'est vrai qu'il y a une sorte de paralysie qui saisit les populations africaines en se disant, mais en face, on a des régimes qui sont soutenus financièrement, militairement, par des grandes puissances, la France, les États-Unis, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Mais je pense qu'il y a énormément à faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grandes puissances n'ont plus les moyens pour décider du sort de l'Afrique. Ça, on n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans les années 80. L'Afrique a changé. Il y a une jeunesse qui est consciente et que moi j'admire beaucoup, qui est venue, qui s'est beaucoup formée, qui est vraiment désireuse de prendre son destin en main et que je croise tous les jours en Guinée ou partout ailleurs en Afrique. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ça va, je pense que
qu'effectivement, il y a des dictatures qui sont là, il y a des régimes très autoritaires qui oppriment leur peuple, mais il y a une évolution positive des consciences, c'est-à-dire on ne veut plus de colonisateurs, on ne veut plus de puissances qui décident pour nous, on ne veut plus que la politique guinéenne soit décidée à Paris, à Moscou, à Washington, et on veut qu'elle soit décidée chez nous, par nous. Ça, je pense que c'est même pas un conseil, c'est un constat qui, moi, me donne de l'espoir. Nous allons prendre cet avant-dernier auditeur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Merci, c'est Alpha Diallo depuis la Belgique. D'abord, voilà, je vous dis big up pour tous les deux, bravo. Je vous remercie infiniment au fond du cœur pour le travail que vous faites, pour le combat que vous faites. Bon, ma question, je vais passer à l'acte. Ma question concernant le procès entre Thomas avec cette société suisse, voilà. Nous, en tant que ressortissants guinéens qui se trouvent ici en Belgique, en tant que membres de Force Vive, qu'est-ce qu'on pourra faire pour les soutenir par rapport à cette l'injustice, qu'ils cessent de l'intimider? Vous avez compris le message? Oui, bah merci du soutien. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages parce que je vous dire, ça fait chaud au cœur et ça conforte dans la volonté de se battre c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer, c'est un peu David contre Goliath, mais ça donne vraiment de la force de se savoir soutenu, quelles que soient nos différences de nationalité. Moi, je pense qu'au-delà du fait de me soutenir, puisque moi j'ai un peu l'habitude d'avoir des pressions, comme dit, j'ai par exemple déjà été attaqué par Fadi Ouazni et la SNB et ils sont retirés à quelques semaines du procès. Mais c'est surtout que la société civile guinéenne, que les citoyens guinéens se mobilisent pour demander des comptes à Adax et à Jean-Claude Gandour, notamment via les plaintes qui sont déposées à Genève pénales, pour que ces gens-là rendent des comptes et s'ils ont effectivement, ce qui est probable, importé du carburant toxique en Guinée, s'ils ont effectivement corrompu la junte guinéenne, notamment Papa Fofana, le conseiller spécial de Mamadi Doumbouya, pour obtenir le marché d'importation du carburant, qu'ils soient sanctionnés et qu'ils soient sanctionnés durement. Et c'est vrai que je pense que des ONG comme le RENAD ont besoin de soutien de toutes les forces de vive de Guinée, qu'on en fasse un vrai sujet, parce que c'était un vrai sujet en juin dernier, quand il y a eu l'affaire des casques des moteurs et du carburant toxique, que maintenant, ce crime-là, ces délits-là qui ont été commis par Adax ne restent pas impunis. Qu'il y ait vraiment que ces gens-là rendent des comptes, même s'ils sont milliardaires, même si c'est une société qui a des milliards, qui est présente partout, qui peut avoir de l'influence, qui peut avoir des super avocats. Je pense que, comme on dit, voilà, quand le peuple décide de quelque chose, quand le peuple prend son destin en main, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc vraiment, moi, ce que j'invite, c'est vraiment tous ceux qui ont été victimes de ça ou témoins de cette affaire de carburant toxique à réclamer des comptes pour que, voilà, il y ait une justice. Alors, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait que ça se fasse en Guinée, mais c'est vrai que la justice guinéenne aura peut-être tendance à protéger Adax, vu qu'ils ont un contrat avec Mamadi Doumbouya, en tout cas que la justice suisse fasse son travail pour que voilà, des comptes soient rendus et que les coupables soient punis. Et parce que c'est toujours très facile, on punit souvent les Africains. C'est vrai que des fois, on emmène un dictateur africain à la Cour pénale internationale et on le condamne. Mais on ne punit jamais ses soutiens français, que ce soit des soutiens politiques ou des soutiens financiers via des multinationales. Eux passent toujours à travers les mailles du filet. Non, il faut vraiment continuer à se battre, même si c'est un combat de longue haleine. Je pense qu'il faut chercher à obtenir réparation et justice. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que nous allons nous arrêter là. C'est qui fait tard chez vous. Il fait quelle heure exactement? Il est 22h24. Ouais. Nous sommes à 16h ici. Merci, mon frère, et mes portes sont largement ouvertes pour toi. Tout ce qui s'agit de la Guinée, je suis là. Tu peux venir. On va partager avec vous. Merci à vous. Merci du soutien et puis de l'échange. C'est toujours un plaisir de venir ici sur ton antenne. Je sais que voilà, toi aussi, tu prends des risques et tu te bats pour ton pays, même si c'est à distance. Mais je sais que c'est un combat qui est pas facile, mais ça viendra. Quelle que soit la longueur de la nuit, l'eau finit toujours par se lever. Il faut toujours garder cette phrase à l'esprit. Merci. Il y a 12 000 personnes qui nous regardaient en direct. C'est énorme. Et voilà. Mais ici, ce qu'on voit, voilà, on voit ici 492, mais c'est 12 400 personnes qui nous regardaient en direct. Merci à tout ce grand monde. Et j'espère que les gens vont continuer à regarder et à partager la vidéo. Merci et à bientôt. À bientôt. Ouais. Merci à vous.